Aujourd'hui, on laisse tomber les politesses de façade, les phrases tièdes et les slogans creux recyclés à l'infini. Pas de langue de bois, pas de faux-semblants. Ce qui vient de se produire lors d'un sommet international majeur dépasse largement le cadre habituel de la diplomatie. L'intervention de J.D. Vance, tout juste propulsé vice-président des États-Unis aux côtés de Donald Trump, marque une rupture brutale pour la France. C'est un choc frontal. Une secousse politique d'une ampleur rare qui fait vaciller Paris et provoque des sueurs froides bien au-delà du Rhin, jusque dans les cercles dirigeants allemands. Partout en Europe, on retient son souffle face aux conséquences potentielles. Accrochez-vous jusqu'à la fin. Ce qui arrive est inflammable et certaines révélations pourraient redistribuer les cartes de façon irréversible. J.D. Vance n'a pas mâché ses mots. Fidèle au style sans concession du camp Trump, il a dégainé une prise de parole crue, frontale, débarrassée de tout vernis diplomatique. Oubliez les échanges feutrés, les politesses murmurées dans les salons fermés des rencontres bilatérales. Cette fois, la déflagration est publique. Un éclair parti du noyau dur de la délégation américaine qui s'abat sur Emmanuel Macron en plein cœur du pouvoir, le laissant à découvert, fragilisé, sous le regard attentif du monde entier. Ce qui se joue sous nos yeux pulvérise le récit soigneusement poli que les médias officiels français ont servi pendant des années. Celui d'un lien transatlantique solide, indiscutable, éternel. Cette façade s'effondre. De l'autre côté de l'Atlantique, le signal est limpide, impossible à déformer. Si la France renonce à défendre ses citoyens, si la liberté d'opinion se réduit à une ligne dans un texte de loi, si les voix dissidentes sont caricaturées, mises à l'écart et écrasées méthodiquement. Aujourd'hui, on laisse tomber les politesses de façade, les phrases tièdes et les slogans creux recyclés à l'infini. Pas de langue de bois, pas de faux-semblants. Ce qui vient de se produire lors d'un sommet international majeur dépasse largement le cadre habituel de la diplomatie. L'intervention de J.D. Vance, tout juste propulsé vice-président des États-Unis aux côtés de Donald Trump, marque une rupture brutale pour la France. C'est un choc frontal. Une secousse politique d'une ampleur rare qui fait vaciller Paris et provoque des sueurs froides bien au-delà du Rhin, jusque dans les cercles dirigeants allemands. Partout en Europe, on retient son souffle face aux conséquences potentielles. Accrochez-vous jusqu'à la fin. Ce qui arrive est inflammable et certaines révélations pourraient redistribuer les cartes de façon irréversible. J.D. Vance n'a pas mâché ses mots. Fidèle au style sans concession du camp Trump, il a dégainé une prise de parole crue, frontale, débarrassée de tout vernis diplomatique. Oubliez les échanges feutrés, les politesses murmurées dans les salons fermés des rencontres bilatérales. Cette fois, la déflagration est publique. Un éclair parti du noyau dur de la délégation américaine qui s'abat sur Emmanuel Macron en plein cœur du pouvoir, le laissant à découvert, fragilisé, sous le regard attentif du monde entier. Ce qui se joue sous nos yeux pulvérise le récit soigneusement poli que les médias officiels français ont servi pendant des années. Celui d'un lien transatlantique solide, indiscutable, éternel. Cette façade s'effondre. Aujourd'hui, on laisse tomber les politesses de façade, les phrases tièdes et les slogans creux recyclés à l'infini. Pas de langue de bois, pas de faux-semblants. Ce qui vient de se produire lors d'un sommet international majeur dépasse largement le cadre habituel de la diplomatie. L'intervention de J.D. Vance, tout juste propulsé vice-président des États-Unis aux côtés de Donald Trump, marque une rupture brutale pour la France. C'est un choc frontal. Une secousse politique d'une ampleur rare qui fait vaciller Paris et provoque des sueurs froides bien au-delà du Rhin, jusque dans les cercles dirigeants allemands. Partout en Europe, on retient son souffle face aux conséquences potentielles. Accrochez-vous jusqu'à la fin. Ce qui arrive est inflammable et certaines révélations pourraient redistribuer les cartes de façon irréversible. J.D. Vance n'a pas mâché ses mots. Fidèle au style sans concession du camp Trump, il a dégainé une prise de parole crue, frontale, débarrassée de tout vernis diplomatique. Oubliez les échanges feutrés, les politesses murmurées dans les salons fermés des rencontres bilatérales. Cette fois, la déflagration est publique. Un éclair parti du noyau dur de la délégation américaine qui s'abat sur Emmanuel Macron en plein cœur du pouvoir, le laissant à découvert, fragilisé,
sous le regard attentif du monde entier. Ce qui se joue sous nos yeux pulvérise le récit soigneusement poli que les médias officiels français ont servi pendant des années. Celui d'un lien transatlantique solide, indiscutable, éternel. Cette façade s'effondre. De l'autre côté de l'Atlantique, le signal est limpide, impossible à déformer. Si la France renonce à défendre ses citoyens, si la liberté d'opinion se réduit à une ligne dans un texte de loi, si les voix dissidentes sont caricaturées, mises à l'écart et écrasées méthodiquement, alors Washington n'attendra plus. Les Américains agiront seuls, prendront la main et forceront une rupture radicale. Pendant que cette onde de choc continue de se propager et que les plateaux télé débordent de commentaires fébriles, Emmanuel Macron s'active en coulisses. L'urgence est visible. Il faut limiter les dégâts, sauver ce qui peut l'être d'une stature présidentielle déjà bien écornée. Face aux caméras, il rejoue son rôle favori, soigne chaque geste, chaque mot, pour se donner l'allure d'un chef d'État au-dessus de la mêlée, d'un stratège éclairé maîtrisant encore le cours des événements. « J'ai passé un long moment au téléphone avec le vice-président V », annonce-t-il, avec cette posture si reconnaissable, un mélange de supériorité tranquille et de ton magistral. Je lui ai exposé la ligne européenne de façon précise et déterminée. Une scène presque surréaliste, comme si J.D. Vance, en train de secouer l'échiquier mondial à coups de décisions tranchantes, attendait qu'un président français affaibli vienne lui faire la leçon depuis une position de plus en plus solitaire sur la scène internationale. Macron poursuit, sûr de lui en apparence, empilant les arguments avec une confiance soigneusement jouée. La paix ne peut exister que si l'Ukraine y consent, comme si son interlocuteur avançait à l'aveugle, sans plan ni boussole stratégique. Cette attitude moralisatrice, imbue d'elle-même, résume à merveille l'ancienne caste politique française. Une élite persuadée d'être encore le centre de gravité du monde. Elle s'imagine toujours capable d'expliquer à Washington comment fonctionne la diplomatie globale, comme si les États-Unis attendaient sagement un feu vert venu de l'Élysée. Puis vient le grand classique. Macron exhume le mémorandum de Budapest tiré d'un fond de tiroir oublié, brandi comme une carte maîtresse censée impressionner la galerie. Un texte de 1994, journi par le temps, où la Russie promettait solennellement de respecter les frontières ukrainiennes. Une promesse qui n'a jamais empêché la réalité de s'imposer brutalement. Encore des garanties théoriques, encore des accords grandiloquents, encore des engagements sans lendemain. Le même flot de mots couchés sur le papier, cette fois aveugles dans des textes abstraits qui, année après année, ont enfermé l'Europe dans une impasse dramatique sans jamais produire le moindre effet tangible. Macron s'emploie à vendre l'Europe comme l'arbitre suprême, l'acteur indispensable censé apposer sa signature sur chaque décision majeure de la planète. Comme si rien ne pouvait se faire sans l'aval européen. Comme si Bruxelles devait être consultée sur tout, partout, tout le temps. Une posture déconnectée de la réalité, alors que chacun voit bien que l'Union européenne version Macron se contente désormais de suivre les événements à distance, réagissant trop tard, hésitant sans cesse, incapable d'oser le moindre mouvement décisif. C'est précisément dans cette brèche, à cet instant où la faiblesse devient évidente, que J.D. Vance sort de ses gonds. La tension monte brutalement. Selon plusieurs sources proches du dossier, il aurait coupé Macron en pleine intervention, sans détour, avec une brutalité verbale qui glace la salle, pour lui lancer en substance un message sans appel. Emmanuel, cela fait 10 ans que l'Europe prétend chercher une solution. 10 années perdues en palabres inutiles et en calculs frileux. Pendant ce temps, vous n'avez fait que tourner en rond, bloquer toute avancée et noyer les dossiers sous des montagnes de procédures. Si la paix vous importe réellement, cessez de balayer systématiquement toute proposition simplement parce qu'elle ne porte pas le tampon de Bruxelles ou de Paris ou parce qu'elle échappe à votre prisme idéologique. L'Ukraine n'a pas besoin de sermons venus de France, mais d'actions concrètes et efficaces. Les États-Unis feront désormais ce qui doit être fait, que cela vous plaise ou non. Et comme si cela ne suffisait pas, vient la frappe finale, celle qui laisse des traces. Vince aurait fait passer un message limpide.
Il n'est plus question de tolérer que la France et l'Union européenne réclament encore des sommes colossales pour l'armement, tout en laissant leurs propres forces militaires se déliter, pendant que leurs citoyens suffoquent sous des factures d'énergie délirantes et une inflation incontrôlée qui ronge méthodiquement les classes moyennes. Ce qui vient de se jouer dépasse largement la simple gifle diplomatique. On assiste à une mise à nu brutale, une scène publique où les fragilités françaises sont exposées sans détour. D'un côté, Emmanuel Macron s'étire dans des prises de parole interminables, soigne son image et s'écoute parler. De l'autre, J.D. Vins avance, tranche et agit. Là où le président français s'efforce de vendre l'Europe comme une puissance centrale du jeu mondial, Vins lui rappelle, en temps réel et sans ménagement, qui impose réellement le rythme. Et pendant que Macron s'enferme dans le rôle du frein raisonnable, éternel hésitant multipliant les précautions et les doutes, Vins trace sa route. Dans le même temps, détail loin d'être anodin, de plus en plus de responsables du RN réclament des mesures nettes et rapides pour rendre à l'Europe sa souveraineté, sa sécurité et sa capacité d'action. Voilà l'opposition flagrante qui saute aux yeux de l'opinion. Si ce message prend cette forme, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas n'importe qui le porte, mais Anna Paulina Luna elle-même. Une républicaine inflexible, profondément attachée à ses racines européennes, animée d'un patriotisme assumé et d'un objectif précis. Elle ne se contente pas de rencontres protocolaires. Elle s'adresse directement à la direction du RN. Dans son rôle de première émissaire officielle, elle apparaît aux côtés de Jordan Bardella, député et figure montante au charisme assumé. Puis vient la déclaration qui fait l'effet d'un choc frontal. Anna Paulina Luna ne prend aucun détour. Elle parle de persécution politique en France. Oui, sans nuance, en 2025, en France. Puis elle lâche l'exemple qui fait blanchir les visages dans les salons feutrés parisiens. Une jeune militante du RN, lucide, déterminée, assumée, a franchi un cap inimaginable. Elle sollicite la protection politique des États-Unis. Motif invoqué? Des persécutions subies en France à cause de ses convictions. Pas dans une dictature lointaine, pas sous un régime théocratique, non, au cœur de la République française. Et pendant ce temps, que fait le journal télévisé de France 2? Rien. Silence absolu. Parce que les faits dérangent, parce qu'ils ne rentrent pas dans le récit officiel. Ce dossier n'est pas une anomalie, mais le symptôme d'un engrenage répressif qui s'accélère. Tandis que Washington étudie des demandes d'asile venues de France, ici, afficher le drapeau national suffit à vous transformer en cible. Dire simplement « j'aime la France » devient suspect. Défiler sans violence peut vous coûter votre travail, briser votre vie familiale, vous rayer socialement. Et ce n'est que le début. Alors qu'Anna Paulina Luna affiche son soutien à l'opposition française, une nouvelle déflagration éclate sur le territoire. Tout était pourtant légal. Une ville, une salle réservée, un contrat signé dans les règles. Le projet? Lancer officiellement la structure jeunesse du RN, ouverte aux 14 à 35 ans, parfaitement conforme au cadre constitutionnel. La suite est édifiante. Une offensive d'intimidation d'une ampleur inédite se met en marche. Les hôtels se désistent. Les prestataires disparaissent. Des employés retirent leur nom, sous pression. La raison? Des groupuscules d'extrême gauche multiplient les menaces de mort, diffusent des listes noires dignes d'un autre siècle et organisent des mises au pilori publiques. Et face à cela, les autorités observent quand elles ne jouent pas un rôle actif. On ne parle même plus de contestation citoyenne. Ce qui se met en place ressemble désormais à une pression organisée, financée indirectement par l'argent public, avec l'appui actif de grandes centrales syndicales comme la CGT ou la CFDT. Oui, les mêmes structures qui prospèrent grâce à des cotisations prélevées de manière obligatoire. La CGT va encore plus loin. Elle affrète des bus entiers pour mobiliser contre des adolescents. Des jeunes de 16 ans qui souhaitent simplement fonder une organisation de jeunesse. Le rapport de force est délirant. 40 000 manifestants annoncés face à quelques centaines de jeunes militants. Une démonstration de force écrasante, assumée. Et face à cela, où est l'indignation officielle? Où sont les réactions? Où est Emmanuel Macron? Où est son parti Renaissance? Rien.
Le silence est total. Quand même le chef de l'État se tait, quand il est incapable de défendre publiquement la liberté de réunion et les droits les plus élémentaires, alors le malaise est profond. Et c'est précisément à cet instant que la situation devient explosive. Pendant que Macron disparaît du radar, que Renaissance et le Parti socialiste s'enferment dans leur mutisme habituel et